Payet, frappe du pied gauche. Oh, l'étincelle. Oh, la foudre. 89e minute. Été 1999. Depuis quelques mois déjà, le club du Havre ainsi que certains de ses dirigeants sont traversés par une intime conviction. Ils sont à nouveau sur le point de dénicher une pépite. À l'image de Florentin Amapongol 3 ans plus tôt, il s'agit là encore d'un jeune réunionnais, tout droit venu de la JS Saint-Pierroise lui aussi. Nom de famille, Payet. Pas très original pour un réunionnais. Prénom, Dimitri. Mais original en revanche, sa très grande agilité technique balle au pied. Celle qui a justement convaincu les dirigeants havrais de le faire venir en métropole, pour y intégrer le centre de formation. Car en effet, le club normand est à cette époque réputé pour son savoir-faire en matière de détection et de formation. À leur tableau de chasse des joueurs qu'ils sont parvenus à repérer ou à faire éclore, les dirigeants normands peuvent se vanter d'y voir figurer entre autres les noms de Jean-Alain Boumsong, de Mamadou Niang, de Vikash Dorasso, ou encore celui du regretté Christophe Revaux. Mais avant d'éclore lui aussi, le petit Dimitri Payet doit absolument franchir les échelons au sein du centre de formation, d'une année à l'autre. Ce que ses facilités techniques lui permettent au départ de faire sans trop de problèmes, ou presque. Car c'est un euphémisme de dire que sa progression au Havre se déroule sans encombre. Au milieu du terrain, sa petite taille et sa musculature plutôt timide constituent rapidement un obstacle pour lui, quand il s'agit d'aller au contact. Surtout dans l'atmosphère post-France 98, là où la formation à la française est chaque jour un peu plus adossée à la nécessité de former des joueurs puissants, très athlétiques et solides physiquement, hélas parfois au détriment de leur justesse technique. Dans cette configuration, on peine à voir comment Payet pourrait échapper à la sélection naturelle. Une sélection naturelle qui, pour un natif de l'hémisphère sud, s'exerce également selon des paramètres climatiques, là où les températures parfois glaciales de la Normandie n'ont strictement rien à voir avec celles de sa Réunion natale. Ceci étant, l'attitude de Payet, elle non plus, n'est pas totalement étrangère à l'impression de fébrilité qu'il transmet à ses formateurs. Ces derniers lui reprochent notamment sa nonchalance et déjà un certain dilettantisme quand il s'agit de prendre part aux séances d'entraînement. Johan Louvel, l'un de ses anciens formateurs au Havre, se souvient. Il n'était pas dans les exigences qu'un centre de formation peut attendre à ce moment-là. Il pensait que tout allait venir naturellement, sans faire les efforts nécessaires. Pire encore, il se retrouve un jour mêlé à une sombre histoire de vol d'argent survenue sur l'un des comptes bancaires de sa famille d'accueil. Impossible de déterminer avec précision le degré de culpabilité du Réunionnais dans cette affaire. Mais coupable ou innocent, toujours est-il que les formateurs du Havre sont aussitôt alertés. En résumé, Payet progresse techniquement, mais il est en retard sur le plan athlétique, paresseux aux entraînements, et par-dessus le marché, suspecté de vol par sa propre famille d'accueil. Sur son compte en banque footballistique, Dimitri Payet est donc très largement débiteur. À l'issue de la saison 2002-2003, sans surprise, il n'est pas conservé par le centre de formation du Havre. Son aventure en métropole s'arrête brutalement. Retour à la case départ, à 9000 km d'ici, celle de l'île de la Réunion. Pour Payet néanmoins, la blessure narcissique provoquée par cette éviction soudaine est telle qu'un mois durant, elle le conduit à vouloir cesser définitivement la pratique du ballon rond, dans la foulée de son retour en terre natale. Une déprime passagère malgré tout, car dès l'entame de la saison 2003-2004, Dimitri revient à la raison et signe pour le club de l'AS Excelsior. On est certes très loin du prestige porté par un club comme le Havre, mais qu'importe. À des milliers de kilomètres de l'Hexagone et en plein milieu de l'océan Indien, Payet n'a pas le choix. L'AS Excelsior a beau n'être qu'un simple club d'outre-mer, il demeure malgré tout engagé dans la plupart des compétitions locales, notamment le championnat et la Coupe de la Réunion. 2 tournois qui pourraient faire parler de lui, si jamais il venait à briller. À tout juste 16 ans, rien ne le destine cependant à évoluer directement parmi l'équipe première. Mais très rapidement, Ousmane Gangat, l'entraîneur principal justement, prend conscience de la chance qui s'offre à lui. Il était tellement talentueux qu'on me l'a vite signalé, avoue-t-il. Il s'est entraîné avec nous,
et on a tout de suite remarqué ses qualités techniques exceptionnelles. Pas de temps à perdre. Dès le mois de mars 2004, date d'ouverture du championnat réunionnais, Dimitri Payet et les 17 bougies qu'il vient à peine de souffler sont immédiatement incorporés au sein de l'équipe première de l'AS Excelsior. Le temps pour lui de participer à plus d'une trentaine de matchs, d'inscrire une dizaine de buts au total, et même de remporter le trophée de la Coupe de la Réunion, le tout premier de sa carrière. C'est dans ce contexte que lors du mois d'août 2004, Laurent Guyot, le directeur du centre de formation du FC Nantes, est amené à prendre part à un stage d'une dizaine de jours, à La Réunion. Ousmane Gangat en est persuadé. La seconde chance tant attendue par Dimitri Payet est enfin sur le point de se présenter. Aucun doute. Son jeune prodige va taper dans l'œil du recruteur nantais. Ce dernier est alors aussitôt invité à observer un match de championnat de l'Excelsior, dans les tribunes du stade Georges Lambrakis. Ceci étant, Gangat ne veut surtout pas influencer Guyot dans son processus de détection. Hors de question pour lui de parasiter le jugement du dirigeant nantais. Si ce dernier jette son dévolu sur un joueur, il le fera de façon objective et totalement franche. À aucun moment la présence de Payet ne lui est donc préalablement dévoilée. Une forme d'épreuve de vérité grandeur nature pour l'ex-joueur du Havre. Au bout de quelques instants, le verdict tombe. Depuis le début du match, le regard de Laurent Guyot s'est tout naturellement braqué sur le numéro 20 de l'AS Excelsior. Le Nantais veut absolument qu'on lui décline l'identité de ce petit meneur de jeu au dribble dévastateur et à la conduite de balle quasi parfaite. Il s'appelle Dimitri Payet. Pour l'anecdote, la facilité technique du jeune prodige réunionnais est telle ce jour-là que Laurent Guyot mettra longtemps avant de déterminer s'il s'agit d'un droitier ou d'un gaucher. Le coup de bluff de l'AS Excelsior a parfaitement fonctionné. À partir de cet instant, l'ambition de Laurent Guyot et du FC Nantes est claire. Faire traverser à Payet les 9000 km qui le séparent de la métropole et l'intégrer à son centre de formation, celui de la Jaunelière. Pour Dimitri, l'histoire se répète. À nouveau, un destin de footballeur professionnel dans l'Hexagone lui tend les bras. À lui de le saisir désormais. L'histoire ne permet pas de déterminer avec exactitude le nombre de bagages que Payet décide d'emmener avec lui au moment de monter dans l'avion. Le plus important de tous ces bagages en revanche, Dimitri y a bel et bien pensé. Son bagage technique, le même qui stupéfie les formateurs nantais lors de sa première séance d'entraînement à la Jaunelière. Notamment quand il s'agit d'éliminer ses adversaires en 1 contre 1. Encore marqué par son expérience havraise, Payet n'a certainement pas parcouru 9000 km pour venir à nouveau gaspiller son temps. C'est pourquoi il profite de ses premières semaines à Nantes pour faire spectacle à ses entraîneurs de ses capacités de dribble. Ses jeunes collègues défenseurs en font d'ailleurs très rapidement les frais. L'un d'entre eux se souvient. Quand je l'ai vu toucher ses premiers ballons, c'était une évidence. Quand il venait, tu savais que tu allais perdre 11 duels sur 10. Soit, incontestablement, Dimitri Payet a du talent, beaucoup plus que tous ses coéquipiers. Mais pour autant, est-il capable de mettre son talent au service d'un collectif dans une rencontre décisive ? C'est pour tenter de trouver une réponse à cette interrogation qu'au bout d'1 mois seulement, les formateurs nantais envisagent de le tester pour la première fois en Coupe Gambardella, face à Bourges, en 32e de finale. Et pour le coup, la présence du Réunionnais durant toute la deuxième mi-temps du match va leur fournir une réponse négative. Payet a du talent, oui, mais pour l'instant, il n'a rien d'autre. Ses touches de balles excessives et autres gris-gris totalement inutiles ne lui sont d'aucune utilité ce jour-là. Ils lui vaudront même de recevoir dans les vestiaires une monstrueuse soufflante de la part de son coach. Mais au moins cette contre-performance lui aura-t-elle permis à lui, ainsi qu'aux dirigeants nantais, d'identifier sa marge de progression. Une marge de progression qui, pour le futur meneur de jeu qu'il est amené à devenir, repose alors principalement sur son altruisme et sur sa qualité de passe. En parallèle de sa formation, il prend par ailleurs la peine de s'inscrire en BEP Vente, allant même jusqu'à effectuer certains stages en boutique. Quand il s'agit de conseiller les clients et d'exposer des arguments de vente, Dimitri Payet n'est pas très à l'aise. Sur les pelouses de la Jaunelière, heureusement, il a d'autres arguments à faire valoir. Son talent, bien sûr, mais également sa progression fulgurante. Une première apparition dans le groupe pro d'abord, au mois de décembre 2005, suivi d'une deuxième et d'une troisième ensuite. Son tout premier but en Ligue 1 surtout, face au FC Metz, en janvier 2006.
suffisant pour convaincre les dirigeants canaris de lui faire signer un contrat pro, contre un salaire d'environ 3 000 € par mois. Au diable le BEP vente. Dimitri Payet fera bel et bien carrière en pro, du moins au FC Nantes. Or, si sa progression sur le terrain est incontestable, son attitude en dehors fait déjà grincer certains membres du centre de formation. Ces derniers pointent notamment du doigt son hygiène de vie très libérale, faite de nombreuses sorties en discothèque et assortie d'une consommation d'alcool jugée beaucoup trop excessive. La journée, Payet tape dans le ballon, mais si certains soirs on lui demandait de souffler dans le ballon, il exploserait sans doute tous les compteurs. À l'époque, rappelle l'un de ses dirigeants, il aimait s'amuser. Il vivait sa vie d'ado. On l'a repris plusieurs fois parce qu'il aimait bouger. Pour lui et pour certains de ses copains réunionnais, le rhum, c'était l'équivalent de l'eau minérale pour nous. Pour l'anecdote, lors d'une sortie en discothèque, un ancien camarade d'internat du FC Nantes voit un soir se profiler sur la piste de danse un visage qui lui est familier. C'est celui de Dimitri Payet en personne, grand sourire aux lèvres et bouteille de Smirnoff dans les mains, fièrement exhibée. Mais le centre de formation, justement, Dimitri finit de toute façon par ne plus du tout fréquenter, car à l'aube de la saison 2006-2007, le FC Nantes a bien l'intention de faire de lui l'un des piliers essentiels de son animation offensive, dans l'équipe première. Son insouciance et sa bonne qualité de passe lui permettent d'ailleurs assez rapidement de s'y imposer comme le meneur de jeu au sein du 11 titulaire, disputant ainsi une trentaine de matchs au total. Cette saison-là, dans le ciel embrumé de la Beaujoire, Payet constitue l'une des rares éclaircies nantaises, au point d'être cité parmi les 4 nominés pour le trophée UNFP du meilleur espoir du championnat, aux côtés du Marseillais Samir Nasri et du Lyonnais Karim Benzema, 2 autres joueurs made in 1987 eux aussi. Une grosse saison pour Dimitri Payet, malgré tout ponctuée par quelques accros, comme par exemple son altercation verbale avec Fabien Barthez à l'entraînement, quand après s'être permis quelques dribbles face à l'ancien champion du monde 98, et après avoir subi un violent tacle, Payet décide de quitter la séance d'entraînement en éclatant une bouteille d'eau contre le grillage. Un geste qui n'aura toutefois pas de conséquences véritables sur la carrière nantaise du Réunionnais, car en cette fin du mois d'avril 2007, les Canaries, eux, se dirigent tout droit vers la Ligue 2. Or, la Ligue 2, Dimitri Payet n'a strictement rien à y faire. C'est en Ligue 1 que se situe sa place véritable, sous les couleurs d'un autre club historique du championnat français, l'AS Saint-Étienne. Avec une place assurée dans le 11 des Verts, Payet pourra tranquillement poursuivre sa progression au sein du championnat français, tout en évoluant dans une équipe de haut de tableau, parfois capable de lutter pour les places européennes. Un contexte idéal pour Payet, s'il envisage un jour de viser plus haut. Mais en réalité, il faut surtout attendre la saison 2010-2011 pour assister à sa véritable éclosion en Ligue 1. Quant à la faveur d'un très gros début de saison, il guide les Verts à la première place du classement, en s'offrant même le luxe de pulvériser la lucarne du Golioris, un soir de derby face à l'OL. Sous les yeux de la France entière, Payet brille de 1000 feux. Le maillot vert ne suffit plus, alors pour la première fois, Laurent Blanc décide de lui attribuer le bleu de l'équipe de France. L'histoire est belle, beaucoup trop belle. Cette réussite, Dimitri Payet refuse de s'en contenter. Il veut absolument la capitaliser, la convertir en une autre réussite. Plus spectaculaire cette fois-ci. Plus encore quand il constate que ses dirigeants refusent pour l'instant de prolonger son contrat. Ainsi, dès le mois de janvier 2011, sa décision est prise. Il ne prendra plus part à aucun entraînement sous les couleurs de l'AS Saint-Étienne. Il veut partir, rejoindre la lumière pour de bon, celle du Paris Saint-Germain en l'occurrence. Face aux journalistes qui l'interrogent, il clarifie même sa position. Quand le PSG vous fait une proposition, vous écoutez. C'est un projet qui m'intéresse beaucoup. C'est un club qui pourrait me faire progresser. Catégorique. La position des dirigeants stéphanois l'est tout autant. Non, non et non. Payet ne partira pas. Christophe Galtier est formel. Les propriétaires également. Mais en réalité, les dirigeants stéphanois ont tort. Payet partira. Pas maintenant certes, mais dès le mercato estival 2011. À la suite d'une deuxième partie de saison complètement manquée et d'un dialogue totalement rompu avec les supporters des Verts. Terminé Geoffroy Guichard, place désormais au LOSC. En signant pour le club lillois tout juste auréolé du titre de champion de France 2011, Payet parvient à accomplir le vœu qu'il avait formulé quelques mois plus tôt. Celui de rejoindre un club plus ambitieux, qualifié en Coupe d'Europe et susceptible de le faire progresser encore un peu plus.
chose qu'il fera 2 années durant, sous les ordres de Rudy Garcia. Son expérience lilloise lui permet notamment de se découvrir une certaine habileté en matière de passes décisives, surtout lors de sa 2e saison dans le Nord, au lendemain du départ d'Eden Hazard vers Chelsea. Mais dès l'été 2013, à nouveau, la 6e place obtenue par le LOSC ainsi que le départ de Rudy Garcia vers l'AS Rome remettent en cause son avenir chez les Dogs. Or, 1000 km plus au sud justement, un autre club lui vient tout juste de terminer à la 2e place du classement, synonyme de Ligue des Champions. Un club certes très différent du PSG, mais qui a par ailleurs la réputation d'évoluer dans une ambiance volcanique. Ça tombe bien, car à La Réunion, Dimitri Payet lui aussi a grandi à 50 km seulement du Piton de la Fournaise. Le 3 juillet 2013 donc, le natif de Saint-Pierre prend alors officiellement la direction d'un autre volcan, celui de l'Olympique de Marseille. Avec en ligne de mire la Coupe du Monde au Brésil, l'option OM constitue pour Dimitri Payet l'occasion de jouir d'une très grosse vitrine médiatique et de prétendre ainsi à une place en bleu, à condition bien sûr de briller en championnat et en Ligue des Champions si possible. Raté. Une campagne européenne catastrophique d'abord. Dans une poule très relevée, Payet et l'OM sont submergés par Naples, Arsenal et Dortmund. 6 matchs, 6 défaites, 0 points. De quoi couvrir de ridicule les 60 000 spectateurs du stade Vélodrome. Face au talent de Mertens, de Marco Reus ou encore de Mesut Özil, le constat est limpide. Dimitri Payet est encore très loin du compte. Même en championnat, il peine à s'imposer comme le meilleur à son poste. L'OM est d'ailleurs incapable d'obtenir autre chose qu'une maigre 6e place au classement. En interne, des tensions finissent même par éclater, entre Payet et Valbuena notamment. La compétition entre les deux hommes pour une éventuelle place en Coupe du Monde, ainsi que leurs problèmes relationnels empoisonnent le vestiaire olympien durant toute la saison. Mais à la différence du Réunionnais, au moins est-il possible de mettre au crédit de Valbuena son indiscutable combativité sur le terrain, même pendant les périodes difficiles. Car au fond, plus que ses mauvaises performances, c'est surtout l'indifférence de Payet qui exaspère le public marseillais. Beaucoup y voient l'expression d'une forme de je m'en foutisme et d'arrogance de sa part, comme si le destin du club ne l'intéressait que moyennement. Très loin du leader technique qu'il était censé incarner compte tenu de son salaire et de son statut à l'OM. À ce stade, le pari Dimitri Payet ressemble donc pour les dirigeants olympiens à un terrible fiasco. Mais en réalité, ce que Payet ignore, c'est que depuis le mois d'avril 2014, un mystérieux personnage a le regard braqué sur les rencontres de l'OM. Ce drôle de personnage en a même forgé une conviction footballistique. Dimitri Payet a bien évidemment toutes les qualités nécessaires pour devenir l'un des meilleurs meneurs de jeu du championnat français. Pour y parvenir, quelques très fortes doses d'exigence aux entraînements suffiront amplement. Des doses que ce coach argentin a bien l'intention de venir lui injecter en personne, dès la saison prochaine. Car oui, ce personnage mystère n'est nul autre que le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille, Marcelo Bielsa. Première étape pour l'entraîneur argentin, mettre les choses au clair dès la préparation estivale. Règle numéro 1, dans la bouche de Bielsa, le tutoiement n'existe pas. S'il a signé à l'OM, ce n'est pas pour faire connaissance avec ses joueurs, ni même pour se lier d'amitié avec eux. Règle numéro 2, tout joueur qui évolue sous ses ordres est contraint de se défoncer, de la première à la dernière minute, à l'entraînement comme en match. Règle numéro 3, conséquence des 2 premières, Bielsa ne fera pas de cadeau, à personne. Soit, message reçu pour Dimitri Payet, 5 sur 5. L'ancien joueur du LOSC réalise en effet un très gros début de saison avec l'OM, au poste de meneur de jeu, comme prévu. Un peu moins prévu en revanche, la première place au classement pour les Marseillais, à la veille de la trêve hivernale. Sur le terrain, la méthode Bielsa se traduit par une tactique très offensive et plutôt spectaculaire, qui permet à Payet de distribuer un nombre incalculable de bonnes passes, le plus souvent décisives. Un week-end sur 2, le stade Vélodrome devient le théâtre des feux d'artifice footballistiques concoctés par l'entraîneur argentin. Et bien souvent, c'est Dimitri Payet au milieu du terrain qui est chargé d'allumer la mèche et de déclencher l'explosion. Hélas, la deuxième partie de saison des Phocéens est beaucoup moins positive, marquée par un cruel manque de régularité des joueurs, et surtout une forme de lassitude, voire de défiance à l'endroit de la méthode très exigeante de leur entraîneur. En coulisses,
Il se murmure même que certains joueurs auraient tout simplement décidé de lâcher l'Argentin, quitte à mettre en péril l'avenir de l'OM au classement. Déjà, lors du mois de décembre 2014, un incident avait éclaté à la commanderie, en plein entraînement. Quant au beau milieu de la séance, face à l'absence d'implication de Dimitri Payet, Marcelo Bielsa décide d'interrompre la partie et lui ordonne de rentrer chez lui. Mais au-delà de cet épisode, au lendemain de la 4e place finalement obtenue en championnat, l'avenir de Bielsa à Marseille n'est plus tellement la préoccupation première du Réunionnais. Car face à la situation économique désastreuse de l'OM, Vincent Labrune annonce à son joueur qu'il n'a pas les moyens de le conserver. Sa progression, c'est donc loin de la France que Payet doit désormais la poursuivre. En Angleterre plus précisément, sous les couleurs de West Ham. Après avoir subi une année durant l'exigence de Marcelo Bielsa, Dimitri Payet se voit donc soumis à une autre exigence, celle de la Première Ligue cette fois-ci. Après la méthode Bielsa, la méthode anglaise. Et pour quiconque souhaite exploiter au maximum le potentiel du Français, force est de constater qu'il s'agit là des deux seules méthodes efficaces. En à peine quelques journées de championnat, Payet parvient à défier les pronostics de nombreux observateurs, qui ne voyaient dans son transfert rien d'autre qu'une juteuse revalorisation salariale. Non, Payet n'a pas seulement signé à West Ham pour y signer un beau contrat. Il y est allé pour briller et pour permettre à l'Angleterre tout entière de s'extasier sur son pied droit. Passes décisives, dribbles, orientation du jeu, frappe lointaine et même coup franc millimétré. Même face aux très grosses écuries du championnat anglais, la palette technique du Français fait des ravages. Cette saison-là néanmoins, les hommes de Slaven Bilic ne parviendront pas à se hisser plus haut qu'à la 7e place du classement final. Une performance plus qu'honorable malgré tout, surtout dans un championnat aussi relevé que celui de l'Angleterre. Côté personnel par contre, Dimitri Payet, lui, rafle la totalité de la mise, avec une place parmi l'équipe type de Première Ligue, ainsi qu'un titre de meilleur joueur londonien de l'année. Ceci étant, si Payet a signé à West Ham, c'est également avec une autre ambition en tête, celle de disputer, voire de remporter l'Euro 2016 avec l'équipe de France. Et dès les matchs de préparation, le joueur de West Ham annonce la couleur. Il a bien l'intention d'endosser le costume du meneur de jeu au sein du 11 tricolore, une conviction à laquelle Didier Deschamps croit dur comme fer lui aussi, et qui se traduit alors par une titularisation dès le début du tournoi. L'occasion pour lui d'endosser face à la Roumanie un autre costume, celui du sauveur, en expédiant du pied gauche un missile dans la lucarne du gardien adverse, à quelques minutes de la fin du match, en plein Stade de France. Idem face à l'Albanie, quand il inscrit le but du break dans le temps additionnel à nouveau, chez lui, au Stade Vélodrome cette fois-ci, à Marseille. Pourtant, même s'il conserve une place de titulaire pour les matchs suivants, son influence dans le jeu des Bleus se fait de moins en moins sentir au fil du tournoi. En finale face au Portugal, en dehors de quelques bons centres et d'un énorme tampon sur Cristiano Ronaldo, il se montre incapable de faire basculer la rencontre, avant d'être logiquement remplacé à l'heure de jeu. L'Euro terminé et la triste défaite des Bleus définitivement digérée, il lui faut désormais se frotter à l'exigence de la Première Ligue. À nouveau, une saison supplémentaire. Or, l'exigence du championnat anglais, Payet n'en veut plus. Peu importe sa 17e place obtenue au classement final du Ballon d'Or. Dès le mois de janvier 2016, sa décision est prise. Terminé West Ham et fini l'Angleterre. Payet ne veut qu'une seule chose, rentrer chez lui, affirme-t-il. Même chose pour son épouse, qui refuse de passer une seule seconde de plus à Londres, une ville à laquelle elle n'est jamais parvenue à s'acclimater. La profonde déception de Bilic et celle des milliers de fans anglais face à l'attitude de leurs joueurs n'y changera rien. Après un bras de fer long de plusieurs semaines et une grève de l'entraînement, le retour à la maison de Dimitri Payet est définitivement officialisé. Et la maison de Payet en l'occurrence, c'est l'Olympique de Marseille. C'est en tout cas l'angle choisi par Jacques-Henri Hérault pour vendre l'opération marketing auprès de ses supporters. Mais la première chose qui saute aux yeux des supporters marseillais justement, c'est le manque de rythme, voire les quelques kilos en trop affichés par leur nouvelle recrue au lendemain de sa signature. Payet aurait-il fui la Première Ligue pour ne plus avoir à se plier aux exigences du très haut niveau? Oui, répondent certains supporters. Attendons encore un peu, rétorquent alors les plus optimistes d'entre eux. La saison prochaine au moins. Mais même lors de la première partie de la saison 2017-2018 justement, le constat est clair.
Le passage en Angleterre de l'ancien Stéphanois n'a semble-t-il pas eu raison de son irrégularité. Une semaine oui, une semaine non, et ainsi de suite. À l'OM, Payet choisit ses matchs et ses bonnes périodes. Justement, à l'approche du mondial en Russie, être bon lors du printemps 2018 semble être un choix plutôt judicieux pour lui. À commencer par le championnat d'abord, où il enchaîne subitement les prestations de haute volée et les passes décisives d'un week-end à l'autre. L'Europa League ensuite, durant laquelle il guide le club phocéen vers la finale du tournoi, grâce notamment à une performance XXL face au RB Leipzig, en déchirant la lucarne du gardien adverse sur une merveille d'extérieur du pied droit. En bonus cette année-là, Payet peut compter sur l'énorme solidité collective et mentale du groupe marseillais, incarné à merveille par l'attitude du Brésilien Luis Gustavo. La stratégie Payet a l'air d'avoir parfaitement fonctionné. Avec de telles prestations, sa place en bleu pour la Coupe du Monde 2018 lui est promise. Il n'y a plus qu'à patienter. Dans la salle d'attente, une finale de Coupe d'Europe attend Dimitri Payet. Mais en réalité, dans sa stratégie, le Réunionnais a commis une erreur de taille. À force d'irrégularité et à force de calculs plus ou moins conscients, il en a tout simplement oublié de préparer son organisme à un enchaînement de matchs aussi brutal. Au bout d'une demi-heure seulement sur la pelouse du Groupama Stadium, ses articulations refusent d'aller plus loin. Elles n'en peuvent plus, exténuées par 3 mois et demi de compétition au très haut niveau. Payet le sait. À seulement 24 heures de l'annonce par Didier Deschamps de la liste des joueurs retenus pour aller en Russie, sa saison est terminée, aussi bien en club qu'en sélection. En voulant dribbler le destin, Payet vient d'être pris à contre-pied, au pire des moments possibles. Son visage ruisselant de larmes témoigne d'ailleurs de la gravité de la situation, comme si sa blessure signifiait autre chose qu'une triste sortie prématurée. Dimitri Payet ne remportera donc jamais l'Europa League, pas plus que la Coupe du Monde 2018 en Russie, ni même aucun autre trophée avec l'OM. À ce jour, la seule et unique ligne à son palmarès collectif demeure encore et toujours la modeste Coupe de la Réunion, obtenue avec son club de l'AS Excelsior en 2004, à l'âge de 17 ans seulement. Si l'on en croit la fameuse citation d'Arthur Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Payet lui non plus n'a pas été sérieux. Hélas longtemps, bien trop longtemps après ses 17 ans.